Ryuki, Itsumade, Oki, Bakotsu, Sandworm. Les 5 démons du Gorosei se déchaînent sur Egghead. Les planètes sont venues avec un plan et une détermination à toute épreuve. L'objectif est clair, net et précis. On élimine les ennemis et on stoppe la diffusion du message. Coûte que coûte. Les monstres sont immenses et ils sont à l'image du danger qu'ils représentent. Luffy est face à 2 d'entre eux, Oki et Sandworm. Sanji est contre Vénus, Mars tente d'arrêter la diffusion, Saturne tente de faire de même en affrontant des Mugiwara, et au même moment, Vegapunk révèle le nom du premier pirate. Joy Boy. Bonjour à tous, ici le Selonic Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est vidéo pré-chapitre du chapitre 1115 de One Piece. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a eu un chapitre tout en révélation. Et qu'on est bien parti pour en avoir encore pas mal. Avec des personnages qui vont dévoiler leur véritable puissance. Puissance démoniaque, correction dans les règles, technique maléfique, titan, divinité. C'est parti. Maintenant que Kizaru et Luffy ont été corrigés, on a les doyens combattants qui prennent leur lait. Mais le problème, c'est qu'ils partagent une particularité qui est compliquée à combattre, leur régénération. Une régénération qui peut être une particularité comme pour King avec les flammes, il faudrait comprendre comment ça fonctionne, mais pas forcément. Comme ils ont tous la même particularité, ça peut vouloir dire 3 choses. Un type de fruit particulier, une race différente, comme pour les Lunaria, ou alors Im leur attribuer ce pouvoir. Dans les 3 cas, il faut trouver le secret, ou alors aller au-delà comme pour Marco. S'ils ont mangé un fruit, alors on pourrait les mettre à l'eau, parce que c'est un point faible que partagent tous ceux qui ont mangé un fruit. Un peu comme pour le Kairoseki qui a été utilisé contre Marco. Sa régénération était problématique, parce qu'il fallait aller au-delà. Mais pour aller au-delà, il faut une énorme puissance de frappe. King et Queen ont pu aller au-delà à 2, mais la tâche est compliquée en combat individuel. Et King et Queen sont 2 pirates qui sont très puissants et très efficaces au niveau offensif. Queen peut broyer haut et organe. Il a un coup de tête dévastateur. De son côté, King frappe très fort. Il a également un bon panel. Si leur régénération est à l'image de celle de Marco, alors ça peut être très compliqué pour du 1 contre 1, mais c'est faisable. Par contre, si elle est supérieure, alors seul Luffy pourra aller au-delà, et les autres n'auraient quasiment, si ce n'est aucune chance tout court, à moins qu'ils n'utilisent leur faiblesse commune. Kairoseki. On a pu voir Ethan Baron attaquer avec une technique de glace. Étant à la tête de la finance du GM, il est vrai qu'il est fort dans son domaine, car il bloque sans détruire, là où Saturne était bloqué. Mais ce qui importe réellement, c'est ce qu'utilise Vénus. Saturne a du poison, Ethan Baron de la glace, Oki du feu. Chaque membre du Gorosei semble avoir une particularité qui peut être élémentaire, tout comme Ethan Baron, ou alors substantielle, comme pour Saturne. On compte 4 éléments qui sont utilisés depuis l'Antiquité pour décrire la matière composant l'univers. Le feu, l'air, la terre, l'eau. La glace, c'est l'eau sous forme solide. On pourrait donc avoir une représentation des 4 éléments. Maintenant, il faut se demander s'ils ont tous le Haki des rois, car Oki a le Haki des rois, ce qui a choqué pas mal de monde. En réalité, c'est une question intéressante et importante, car le Haki des rois peut être efficace et puissant. Le Haki des rois, ça englobe beaucoup de choses. Le Haki des rois, ou Haki des conquérants, tout le monde ne peut pas l'avoir, et ceux qui l'ont partagent certaines choses. Il y a de l'ambition, de la volonté, du caractère, un tempérament, un leadership, une faculté à intimider, du charisme, et les membres du Gorosei partagent ces choses. De plus, on a des combattants légendaires, avec un statut et titre légendaire. On parle de dieux guerriers. Il y a un caractère divin dans leur nom. Comme je l'ai théorisé il y a très longtemps, il y a une corrélation entre la puissance divine et le Haki des rois. Les techniques connotées divines sont utilisées avec du Haki des rois, ou par ceux qui ont du Haki des rois. Roi des pirates, roi des enfers, roi des ténèbres, roi du monde. Quand Luffy activait son Haki des rois, tout le monde était choqué à Marineford. Sengoku compris, l'amiral en chef. Aokiji compris, qui a dit en sueur, oh là, il plaisante là. Encore un nouveau tour. Les réactions de Sengoku et d'Aokiji en disent beaucoup sur le Haki des rois de la marine. Aucun membre n'est capable d'envoyer un gros Haki des rois mental. Et le Haki des rois, au sens large, est d'une extrême rareté chez eux. Dans la marine, seul Sengoku a le Haki des rois confirmé, en vivre garde. Et il n'en a jamais fait usage, car son Haki des rois ne doit pas être très efficace, un peu comme pour Doflamingo. Aucun amiral n'a le Haki des rois, seul amiral en chef peut prétendre l'avoir, et quand il l'a, on n'a pas du haut niveau. Le Haki des rois est important pour battre des milliers d'ennemis, mettre une pression à du haut niveau, et surtout pour l'option offensive, c'est-à-dire qu'on peut le revêtir. Une fois qu'on l'a, on passe une nouvelle étape. Mais quand on regarde bien, ceux qui ont le Haki des rois n'ont généralement pas l'option offensive. Et avoir le Haki des rois ne confirme aucun gros niveau. Le Haki des rois offensif permet de frapper tellement fort que la comparaison avec le HDA n'a plus rien à voir. Les Zoan antiques sont connus pour être ultra résistants. Comparer la résistance de Page One à celle de Franky est totalement inutile, car la conclusion est évidente. Quand Big Mom frappe Page One avec du Haki des rois, elle le one-shot. Le Zoan antique. Alors bien évidemment, on pourrait se dire oui, bon, ce n'est que Page One. Il est beaucoup plus faible, c'est normal. Sauf que non, c'est un peu plus compliqué que ça. Car comme dit plus tôt, c'est un Zoan antique, qui est de fait très résistant. Franky est bien moins résistant. De plus, il a son dos en point faible. Pourtant, quand Kizaru le frappe dans le dos, il ne lui fait aucun gros dégât. Vous en tirez vos conclusions. Et pour ceux qui pensent que pendant les 2 ans, il a perdu son point faible, c'est faux.
c'est Dia Dressrosa. Donc, rendez-vous compte de la différence. Alors certes, Big Mom est supérieur à Kizaru, sauf qu'il faut comprendre la comparaison. On a le dos de Franky sans dégâts et Peijuan, Zoan antique, KO. En conclusion, je dirais que les doyens peuvent tous avoir le haki des rois, mais que Saturne n'en a pas fait usage alors que la situation pouvait l'exiger. Luffy est confronté à deux doyens, et en termes de comparaison, Amiral, doyen, ce qu'on avait fait, la conclusion était qu'en termes de comparaison complète, Saturne était bien plus efficace en tant que combattant. Offensivement, il est meilleur. Quand l'amiral frappe, il n'y a pas de gros dégâts à l'empereur et au commandant. Tandis que Saturne, le doyen, les force à esquiver. De plus, il faut comprendre une chose importante que l'auteur a mis en avant. Une seule boule de poison de Saturne a fait exploser les corps de 3 doyens. 3 doyens ont littéralement explosé. Oki compris. Donc oui, dans les faits, en termes d'offensive, ça n'a littéralement rien à voir. Saturne est un véritable démon. Là où Kizaru utilise surtout des stratagèmes à cause de son niveau offensif qui est limité. Sanji a dit à Luffy, son capitaine, d'esquiver les coups de Saturne. Le côté régénération l'avantage beaucoup. Et il a d'autres facultés. Immobilisation, technique d'œil. Il est donc complet. Et quand Luffy les a frappés tous les deux, seul Saturne est revenu. Saturne représente parfaitement les doyens. Et maintenant, Luffy est devant 2 d'entre eux. Mais il y a une limite en termes de temps. Une limite réglée avec de la nourriture. Mais est-ce qu'il pourra revenir indéfiniment? En réalité, il peut perdre sa forme à tout moment. Et ça peut très bien être définitif. En tout cas pour l'arc. Si ça arrive, on aura un déséquilibre total. Car un Yonko, c'est la plus grande force de frappe. De loin. Si on retire la plus grande force de frappe, alors on ne pourra plus gagner. Ce qui amène à une question. Est-ce que le but est réellement de gagner avec des combats? Le but intra-manga, c'est de partir. Les Mugiwara ne cherchent pas forcément l'affrontement. Mais le message doit être diffusé totalement. On devrait donc avoir des combats jusqu'à la diffusion totale. Puis il faudrait partir sans forcément gagner. Au niveau des combats. Que Luffy perde sa forme ou pas, ce qui importe réellement c'est de tenir pour partir. Et si le nouveau but est de gagner avec des combats, et qu'on ait envie de gagner ou pas avec des combats, les Mugiwara pourront compter sur d'autres éléments. Le Titan et les Séraphins. Celui qu'on aurait tendance à oublier dans l'arc, c'est le géant de fer. Géant de fer en traduction chez nous, mais qu'on pourrait aussi appeler le titan de fer, du japonais Tetsuno Kyojin, qui est apparu au chapitre 1105. Ce titan de fer est une passerelle entre l'ancien monde du siècle oublié et le monde actuel. C'est une preuve qui était d'abord inerte, mais qui est devenue vivante des agissements de ceux qui ont fait le GM. Le titan de fer était inactif un certain temps, car il fallait que les intrigues se mettent en place, que Kizaru se fasse éclater, que le Gorosei intervienne, qu'il se dévoile, etc. Mais ce titan en dit beaucoup sur qui était réellement Joy Boy, et ce qu'incarne Luffy. Car au-delà d'être un libérateur, Joy Boy était en réalité un pacificateur. Romance Down désigne 2 œuvres de Eiichiro Oda, avant la création de One Piece. Ces œuvres, intitulées Romance Down volume 1 et volume 2, explorent un monde assez similaire. Pendant qu'il était au lycée, il commença à développer un manga sur le thème des pirates. Plus tard, alors qu'il était assistant, il a peaufiné ses concepts initiaux. Ses idées ont finalement évolué pour devenir Romance Down, et par la suite One Piece. Les 3 versions étaient publiées dans le Jump, la dernière paraissant exactement 1 an après la première. Et entre ces publications, il a fait d'importantes modifications à la prémisse et à la trame narrative. La première motivation de Luffy n'est pas devenir un pirate ou devenir le roi des pirates, c'est d'avoir beaucoup d'aventures. Il n'y a aucune mention du trésor de Roger. Luffy est un pacificateur, un terme qui n'apparaît plus dans One Piece, où la plupart des pirates semblent avoir un mélange de l'aventure, de la chasse au trésor et des tendances de pillage. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Le sens du mot pirate est donc différent du nôtre, car beaucoup de pirates du monde One Piece ne pillent pas. Beaucoup de pirates ont même tendance à faire le bien. Barbe Blanche, surnommé le roi des mers, ne voulait qu'une famille. Il a protégé beaucoup d'îles au cours de sa vie. La terminologie pacificateur du premier Romance Down a été abandonnée pour One Piece. Ça, c'est ce qu'on pourrait croire. Et dans Romance Down, le terme pacificateur désigne un groupe d'aventuriers en mer. Ils adhèrent à un code moral élevé, visant à protéger les innocents et à maintenir la paix sur les mers. Ils s'opposent activement à ceux qui recherchent à provoquer des conflits et à tirer profit de la guerre. Le concept de pacificateur est assez différent de celui en droit international ou dans les missions de paix contemporaines. On parle de soldats ou de diplomates envoyés pour aider à maintenir ou rétablir la paix dans des régions conflictuelles. Dans le contexte d'Oda, on parle d'aventuriers idéalistes qui naviguent pour faire le bien et combattre l'injustice. Un guerrier peut en être un. Dans beaucoup de contextes culturels et historiques, des guerriers ont joué ce rôle, en intervenant directement pour mettre fin à des conflits ou en utilisant leur réputation et leurs compétences militaires pour négocier la paix ou maintenir une stabilité. Le concept de guerrier qui pacifie peut sembler contradictoire, mais il repose sur l'idée que la force
peut être utilisé pour défendre la paix plutôt que pour provoquer des guerres. Dans certaines traditions, comme pour les samouraïs japonais ou les chevaliers européens, les guerriers devaient souvent protéger les faibles et maintenir l'ordre, ce qui implique parfois un rôle de protecteur de la paix. En pratique moderne, des militaires ou d'anciens combattants servent souvent pour des missions de maintien de la paix. Ils utilisent leurs compétences pour prévenir la violence ou faciliter les accords de paix. Nika, le dieu soleil qui apporte l'aube, est un guerrier libérateur. Nika, et donc Joy Boy, est avant tout un pacificateur. Ce terme, qui avait disparu, s'avère être en réalité le terme qui définit le mieux ce qu'est devenu Luffy. Un héros qui pacifie. Et au-delà de ça, une figure divine en tant que nouveau Joy Boy. Il existe souvent une corrélation entre les figures divines et la pacification, dans beaucoup de cultures et de religions à travers le monde. Ces divinités sont fréquemment associées à des idéaux de paix, de justice et d'harmonie. Par exemple, dans l'hindouisme, Shiva et Krinsha sont vus à la fois comme destructeurs du mal et des promoteurs de paix. Dans les religions abrahamiques, des figures comme les prophètes et les anges sont souvent vus comme des messagers de paix, transmettant la volonté divine qui inclut souvent des exhortations à vivre en paix. Ces divinités et figures spirituelles peuvent influencer directement les croyances et les comportements de leurs fidèles, les incitant à agir en pacificateur. C'est comme ça que Nika est vu dans beaucoup de civilisations et races du monde de One Piece. La légende du dieu soleil est transmise chez les Buccaneers. Buccaneers étant la traduction officielle chez nous. Nika est considéré comme une, voire la, figure divine chez les géants d'Elbaf, comme le disent clairement Dory et Brogy. Il est donc considéré comme le dieu de beaucoup de peuples, et je pense que c'est lié à son rôle de pacificateur et de guerrier libérateur. Un pacificateur ramène la paix, le calme, un guerrier libérateur libère des peuples en combattant. S'il est autant lié au rire, c'est parce qu'il ramène la joie. Les peuples qui ont connu l'esclavage, une fois libérés, peuvent rire. Historiquement, les esclaves étaient soumis à des restrictions sévères de comportement. Cela pouvait inclure des limitations sur le rire ou l'expression de la joie. En termes culturels et historiques, le rire chez les esclaves pouvait également servir de forme de résistance, de survie psychologique et de solidarité. Avoir de la joie et rire, même dans des circonstances extrêmes, peut être vu comme un acte de résilience et d'humanité. La résilience étant la valeur caractérisant la résistance au choc mental. C'est pouvoir surmonter les chocs traumatiques. Le rire est une expression fondamentale de l'humanité, souvent associée à la joie et au bien-être. Pour des personnes réduites à l'état d'objet, le rire peut servir à réaffirmer leur humanité. Voilà pourquoi le père de Kuma riait et dansait, malgré une condition d'esclave. C'est ça, croire en Nika. C'est croire en un jour meilleur. Croire en la vie. Croire que la vie vaut la peine d'être vécue. Joy Boy est un guerrier qui pacifie, a pacifié beaucoup de peuples du monde. Ceux qui croient en lui le font parce que leurs ancêtres ont été témoins de sa capacité à accomplir ce qu'ils devaient accomplir. Cela concerne entre autres les Buccaneers et les gens d'Elbaf. On sait également que Zunesha connaissait Joy Boy. Zunesha, un éléphant de l'espèce Illada Erula. Joy Boy a sûrement aidé son espèce il y a très longtemps. Et l'histoire n'est pas terminée car maintenant on en revient au titan de fer. On ne connaît pas ses origines, mais on connaît quelque chose d'important. Il est doté de paroles et d'une conscience. Ce n'est pas juste un robot. Il a des émotions, il s'excuse, il a des regrets, des remords. Je suis désolé, Joy Boy. S'excuser implique des éléments importants, à la fois sur le plan émotionnel et social. La reconnaissance d'une faute ou d'une erreur. En s'excusant, on prend la responsabilité de ses actions et de leurs conséquences. Cela montre une prise de conscience. S'excuser peut impliquer du courage et de l'humilité. Sauf que les concepts de courage et d'humilité sont profondément humains. On parle d'expériences émotionnelles et des choix de conscience, qui sont liés à notre conscience et à notre faculté de ressentir des émotions. Les robots ne sont pas censés avoir de conscience ou d'émotions propres. Ils fonctionnent selon des algorithmes et des programmations prédéfinies par des humains. Pour un robot, on ne parle pas de peur ou de courage. L'humilité implique une conscience de ses propres limitations et une ouverture à apprendre des autres. Un robot n'a pas de conscience de soi. Il n'a pas de qualité émotionnelle. Les comportements des robots peuvent être conçus pour simuler ces qualités, mais on parle de simulation basée sur des règles. On n'a pas de véritable expérience ou de choix personnel. La différence principale entre un robot et un cyborg réside dans leur composition et leur fonction. Un robot est entièrement construit de composants artificiels et mécaniques. Ils sont programmés pour effectuer des tâches spécifiques. Il fonctionne sans composante biologique. Un cyborg est quant à lui une entité qui est un mélange d'éléments biologiques et mécaniques artificiels. Un cyborg est une fusion entre le biologique et le technologique. Comme le titan a une conscience, alors ce n'est pas un robot, mais un cyborg. La conscience implique une expérience subjective, la faculté à avoir des émotions, une compréhension de soi, pouvoir faire des choix autonomes basés sur des expériences internes. Les séraphins sont des êtres biologiquement modifiés qui ressemblent à des cyborgs plus que des robots. On parle de clones améliorés avec de la technologie. C'est la parfaite combinaison de science, combattants humains
et fruit du démon. Pour les séraphins, on parle de cybernétique et de biotechnologie. Ils ont donc de grandes compétences physiques, des compétences au combat surhumaines, mais également des caractéristiques biologiques sous-jacentes. On parle d'éléments biologiques à travers le clonage et des améliorations technologiques, avec en plus des pouvoirs de fruit du démon. Les séraphins illustrent bien l'intersection entre la biologie et la technologie, typique des cyborgs, ce qui est également le cas du titan de fer, qui a une conscience qui fait de lui un cyborg et pas un robot. Il a sûrement été créé, lui et ses semblables, par le plus grand scientifique de l'époque, à l'instar des séraphins qui ont été créés par le plus grand scientifique de l'époque actuelle. Leur rôle était sûrement de protéger le royaume contre les menaces extérieures. Sauf qu'ils ont été incapables de le protéger, mais pas que, car ils ont été incapables d'aider Joy Boy. Voilà pourquoi ils s'excusent. Pour les titans, Joy Boy est sûrement une figure divine, exactement comme pour les Buccaneers et les géants d'Elbaf. D'ailleurs, Zunesha qui a commis une faute grave, a sûrement commis cette faute en lien avec Joy Boy. Si Zunesha n'a pas aidé, alors elle a pu être condamnée à errer pour expier cette faute. Zunesha, l'éléphant géant, qui n'a pas aidé le libérateur de son espèce. Le titan est donc déterminé à aller jusqu'au bout. Et il fera tout pour aider Nika. Et donc par extension, tout l'équipage. Et le mot à retenir est potentiel. Car le potentiel du titan, en termes de puissance de feu, de puissance destructrice et de puissance brute, est tout bonnement colossal. On décrit le titan comme étant beaucoup plus grand que les géants, qui sont déjà très grands. Là on parle de quelque chose d'encore plus grand, et qui est déterminé à aider Joy Boy. En termes de potentiel, on peut tout avoir. Et on peut avoir une puissance hallucinante. Ce qui serait beaucoup mieux pour 3 raisons. Première raison, au plus il est fort, au plus il pourra s'illustrer dans l'arc Egghead. Quand on voit les membres du Gorosei qui sont présents, une grande puissance est requise. Seconde raison, sa puissance reflètera ce qu'il y avait à l'époque du siècle oublié. Troisième raison, la suite du manga. On arrive à un stade où il faut quelque chose d'impressionnant. Après les créatures démoniaques, le titan de fer, qui vient du siècle oublié. La question à se poser est: peut-il avoir des pouvoirs? Il semble être alimenté par une énergie inconnue, en lien avec Luffy. Et qui dit énergie inconnue, dit grand potentiel probable. Et donc, pouvoir probable. On l'a vu avec une lame, mais on n'est pas à l'abri de grands pouvoirs supplémentaires. Un titan avec des pouvoirs, c'est beaucoup plus impressionnant, parce que l'auteur aura le champ libre. Il peut lui attribuer les pouvoirs qu'il veut. Après 50 chapitres, il est grand temps pour lui de montrer ce que valent les cyborgs de l'ancien royaume. Le titan a réagi quand Luffy activait sa forme Gear 5. C'est comme s'il réagissait au pouvoir de Nika, ou qu'il est alimenté par son pouvoir. Donc, dans un certain sens, le titan pourrait en quelque sorte affaiblir Luffy, dans la mesure où il puiserait de l'énergie qu'il dégage. Le coût en énergie peut être faible ou non. C'est un peu comme pour un transfert d'énergie. Imaginons que Luffy Gear 5 et que le titan soient alimentés par une même force. La forme pourrait exiger beaucoup d'énergie et le titan beaucoup moins. Ce qui fait que le titan pourrait tenir longtemps ou pas. Ce qui importe, c'est qu'on a potentiellement un transfert d'énergie qui l'alimente. Sur Egghead, on a eu 3 fois le Gear 5. Une première fois contre Lucci, une deuxième contre Kizaru, puis une troisième contre Kizaru et Saturne. Imaginons que les 2 premières fois, le titan ait puisé de l'énergie pour revenir. Le plus dur, c'est de se réactiver une première fois. Et peut-être que le transfert d'énergie n'est pas un transfert au sens strict, mais surtout un moyen de le réactiver. On pourra avoir le même principe que pour une batterie de voiture. Quand le moteur est en marche, l'alternateur produit de l'électricité, qui est utilisée pour alimenter les systèmes électriques du véhicule. La batterie se recharge pendant que le véhicule est en marche. Quand la batterie est à plat, le véhicule ne peut plus démarrer. Il faut alors utiliser une source d'énergie externe pour démarrer le véhicule. Pour le titan, on parle de Luffy. L'autre élément important, ce sont les séraphins. Bonnie à le niveau max de la puce de commandement. Pour les marques 3 et le séraphin de Kuma, le S-Bear. Mais est-ce que ça fonctionne pour les autres? Actuellement, on ne sait pas. Par contre, comme les séraphins sont régis par une même puce de commandement, alors Bonnie pourrait très bien avoir le contrôle total de tous les séraphins. S'ils sont libérés, ils pourront prêter main forte au Mugiwara. On pourrait avoir le titan et les séraphins contre les doyens. Les doyens ont une régénération. Les séraphins, une résistance de Lunaria. Ils devront les combattre jusqu'au bout, ou alors rentrer chez eux. Peu importe la configuration, le fait est que pour les doyens, ça va être compliqué. Mais le problème, c'est la suite pour les séraphins. Que vont-ils devenir? Si Bonnie donne un ordre, alors les doyens ne pourront jamais aller au-delà. Le GM ne pourrait jamais les reprendre. Et comme il faut qu'ils soient utiles, soit ils les retiennent, soit ils partent avec l'équipage. Tout l'enjeu de la fin d'arc sera donc de les retenir pour le message, puis partir, tout en prenant en compte le Titan, les séraphins, le Punk Record et Mother Flame. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé Meuf de pour rien.